Bonjour tout le monde, bienvenue sur Nos langues dans ton oreille, le podcast où on va parler lecture, littérature, langue et peut-être même langage. Moi c'est Eric. Moi c'est Isabelle. Et donc aujourd'hui Isabelle, on va parler d'un sujet particulièrement sensible. On ne spoil pas Eric, stop, oui, ça suffit pardon. maintenant. Pardon. Alors du coup, qu'as-tu lu depuis la dernière fois Isabelle ? Alors ces derniers temps, le plus gros morceau que j'ai lu, c'est un bouquin assez connu, c'est Au revoir là-haut, de Pierre Lemaître. Que j'avais jamais eu l'occasion de lire, même si j'en avais beaucoup entendu parler, hein, vu que des fois je fréquente des profs d'histoire géo. Et ben j'ai trouvé ça vraiment super. Ça m'a fait super plaisir de lire un livre qui se lise aussi bien. Je l'ai dévoré, moi qui lis très lentement. Les 600 pages, je pense qu'elles ont fait 10 jours et encore. Et vraiment, c'était... j'ai trouvé l'écriture, on me l'avait vraiment vendu comme un livre qui se lit super facilement, enfin voilà. Mais en plus, moi, je l'ai trouvé très bien écrit. Et j'ai été contente d'être surprise. Parce que comme c'est un livre extrêmement connu, on pourrait avoir peur déjà d'avoir déjà toute la fin, tout ça. Mais tu avais vu le film ou pas ? Et non, justement, j'avais pas vu le film, j'avais pas lu le livre, j'avais pas vu la BD. Et même si on m'en avait parlé... Je savais juste que ça se passait après la Première Guerre mondiale, que c'était une histoire d'arnaque, et voilà, c'est tout. Je ne savais que ça. Donc j'ai eu vraiment le plaisir de découvrir la trame. Et depuis, j'ai vu le film aussi. Donc par exemple, on m'avait prévenu que les fins étaient pas les mêmes. Et ça a été un vrai plaisir justement de voir... comment on pouvait obtenir des personnages, des histoires un peu différentes et lesquelles me paraissaient les plus cohérentes. Donc je vais laisser la surprise à ceux qui voudraient le lire, mais vraiment je le conseille pour ceux qui auraient envie de lire un petit truc. Enfin, un petit truc. Quelqu'un qui aurait envie de lire un petit truc de 600 pages. Voilà, si quelqu'un avait envie de lire 600 pages au cours des 10 prochains jours, qu'il se lance sur Au revoir là-haut, ça mérite très clairement sa célébrité. Et toi ? Très bien. Eh bien moi, j'ai continué la lecture de Langage, Histoire, une même théorie d'Henri Méchanic. Que les gens se rassurent, je ne pourrai pas le spoiler puisqu'il me reste encore 50 pages à lire. Mais c'est toujours très intéressant. C'est toujours aussi exigeant aussi, puisque après le gros chapitre de 100 pages sur Marx, j'ai eu plein de petits chapitres, mais sur l'école de Francfort, sur Habermas, sur Foucault, où chacun est un peu décortiqué, un peu critiqué en vertu de ce que fait la théorie du langage à ces analyses qui n'en avaient pas, ou qui ne la faisaient pas, et qui donc la récupéraient telle quelle chez les philosophes. Donc c'est très intéressant. Je pense que c'est même très important d'y penser, mais je connais pas encore la fin de l'histoire. Est-ce qu'on peut spoiler un essai ? Est-ce qu'on peut spoiler un essai ? C'est une bonne question, et d'ailleurs, on va lancer le jingle. Donc voilà Eric, nos dernières lectures sont terminées ou non. En tout cas, on n'en savait pas la fin à l'origine, ce qui est exactement finalement le thème que nous allons traiter aujourd'hui, à savoir la notion de spoiler, divulgachage, si je me prête au terme francophone, qui est, en tout cas il me semble, un mot qu'on va beaucoup utiliser ces derniers temps. Enfin, moi, j'ai l'impression de beaucoup l'employer, même dans la bouche des élèves et tout ça. C'est quelque chose que je peux entendre. Par exemple, je leur cite que Madame Bovary, il va lui arriver un truc, et ben ils vont me dire ah non, Madame, faut pas spoiler. Enfin voilà. Depuis qu'on a choisi le thème de l'épisode, j'ai l'impression que tous les jours et même peut-être toutes les heures, j'ai entendu le mot spoiler ou lu. Comme quoi, c'est vraiment... Et je pense que c'est un truc qui est né de la culture internet, vraiment, pour deux raisons. J'ai l'impression que le mot, il apparaît, tu vois, dans les forums, où t'as... tu sais, l'outil pour masquer une partie de ton discours sur un forum. Donc, de ce côté-là, il y a cette façon de masquer une partie de son discours sur un forum. Et puis, de l'autre, il y a aussi toute la culture autour des séries, notamment. Le fait que maintenant les communautés puissent discuter d'une œuvre. C'est plus seulement tu vas spoiler à ta mère ou à ton meilleur pote. C'est-à-dire que là, c'est à l'échelle vraiment
parfois, par exemple, sur des grosses séries comme Game of Thrones, qui jouaient vraiment beaucoup sur l'effet de surprise, on voyait des gens qui décidaient de vivre sous cloche, en tout cas d'un point de vue internet, pour pas se faire justement spoiler. Et c'est vraiment vu comme une agression. Oui, bien sûr. C'est juste, ça concerne peut-être avant tout le rapport entre le public d'une œuvre, plus que en premier lieu le rapport de chaque personne avec l'œuvre à laquelle on est confronté. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait aussi partie de ce qu'on appelle la recap culture, où tu as une partie des médias qui se font par commentaires d'autres médias, et dans ce cas-là, ça pose la question de à quel moment est-ce que c'est OK de parler de quelque chose, et si ça implique de ne pas laisser aux gens l'occasion de le découvrir par eux-mêmes avant d'avoir entendu un commentaire second. À contrario, j'ai l'impression de voir se développer de plus en plus de mise en garde, attention, ne lisez pas, n'écoutez pas, ne voyez pas si vous n'avez pas regardé tel épisode, si vous n'avez pas lu tel volume, si vous n'avez pas... Donc vraiment, et j'ai l'impression que ce qui est drôle, c'est que moi, en tant que lectrice, ou en tant que spectatrice, le spoiler, il peut des fois me gêner, mais la majorité du temps, et même s'il me gêne, j'ai l'impression que c'est pas grave. Alors que des fois, j'ai l'impression vraiment qu'on en fait une agression ultime. Enfin, vraiment, je sais pas quelle est l'impression que t'en as, toi, par rapport à ta vie et à ton entourage, mais moi, j'ai toujours l'impression que le spoiler, c'est vraiment la menace. Même quand on était au collège, tu vois, il y avait les Harry Potter qui sortaient petit à petit, en livre. Oui. Et il y avait vraiment cette menace de ceux qui venaient de lire les derniers volumes. Bien sûr. Par rapport aux autres. Bien sûr. Et à ce sujet, d'ailleurs, moi, j'allais dire que j'ai pas de grands souvenirs en tout cas littéraires, d'avoir eu du spoil, d'avoir eu donc simplement si des gens éventuellement n'auraient jamais entendu ce mot, on parle de spoil, c'est pour dire que la fin ou un élément important du récit est divulgué, d'où le terme de divulgacher en français, avant que la personne ait pu le lire par soi-même, quoi. Et donc moi j'ai pas d'expérience comme ça pour les livres, j'en ai pour les films, mais pas pour les livres. Et par contre, en tant que spectateur d'un beau divulgachage, je me suis retrouvé à une réunion, on va dire une IRL, pour ceux qui ont encore connu ce terme, de gens qui se connaissaient d'internet et qui étaient réunis un été pour passer un week-end ensemble, et où il y a eu des accrochages de tempérament, on va dire, et donc une personne pour se venger du mépris censé avoir été reçu par l'ensemble des gens qui étaient là, s'est saisi du dernier tome d'Harry Potter que quelqu'un avait ramené, est allé directement aux dernières pages et a fait mine de lire un paragraphe entier qui était à la fin du livre. Et ça a déclenché un tollé. Donc après, la personne a dit que c'était inventé, qu'elle avait pas lu les vraies phrases et tout, mais on parlait de violence et de scandale. Je pense que là, moi, je l'ai vécu en tant que spectateur. Ça a vraiment déclenché un soulèvement populaire en fin de soirée, un samedi de mois d'août. Mais du coup, ça pose aussi la question du type d'œuvre qu'on peut spoiler, divulgacher. Parce qu'il me semble que du coup, par exemple, dans Harry Potter, qui était vraiment un phénomène d'édition, s'est posé la question des traductions. Oui. Je ne sais plus, hein, j'étais petite, mais est-ce que il n'y a pas eu un truc où les traducteurs devaient bosser pour que les traductions soient publiées en même temps que les livres anglais ? Je sais plus. Je sais pas, mais effectivement, pour tout ce qui est comme ça de la littérature, j'allais dire industrielle, à grande échelle en tout cas, c'est juste. Je sais plus pour quel roman il y avait eu cette histoire que les traducteurs étaient sous scellés. Oui. C'était pas pour Harry Potter, mais il me semble que c'était pour un truc du style le Da Vinci Code ou un gros truc, tu vois, un gros truc qu'on a maintenant complètement oublié, à raison, puisque c'était simplement de la littérature de consommation, mais ça me rappelle quelque chose, cette histoire. Non, mais c'était même pour Game of Thrones, non ? Où il y avait une histoire que les gens étaient enfermés pendant 3 semaines, et qu'après ils étaient liés par un contrat, effectivement, pour éviter les... Je sais plus ce que c'était. Ça me paraît plus récent que le...
J'imagine les pauvres, tu vois, par exemple, ils sont sous scellés pour contrat d'édition, ils sont enfermés dans une pièce, ils sortent, bim, Covid, confinement. Oups. Voilà, choisissez traducteur, beau métier. Mais ouais, du coup, je pense que ça pose déjà la question de quel livre on peut spoiler, et je pense que ça peut, tu sais, ça peut aussi être une manière de susciter l'envie. Ouais, bien sûr. Moi, je sais que des fois, il y a enfin, j'ai des amis, par exemple, elles m'ont quasiment résumé des livres entiers, et je me suis dit, ah ouais, c'est bon, c'est ça qu'il faut que je lise. Ouais, bien sûr. Mais c'est intéressant parce que justement, est-ce que on peut résumer un livre sans le spoiler, je pense. Il faut se demander en gros de quoi il s'agit dans le spoiler. Et il me semblait que toi, tu aimais bien te spoiler. Ah ouais, mais moi depuis toute petite, moi je vais lire les 2 premiers chapitres, et puis quand j'ai eu une période à l'adolescence où c'était systématique. Je lisais les 3 dernières pages pour savoir comment ça se finissait. Maintenant, je le fais de moins en moins, mais par exemple là dans Au revoir là-haut, Ouais. il y a un moment où il y a un personnage qui est pas dans son assiette, on va dire, et je me suis dit, franchement, il y a des risques qu'il meure maintenant, mais je suis pas sûre. Et donc j'ai passé quelques pages, une dizaine de pages, pour voir si le nom revenait. Et une fois que j'ai su, j'ai fait bon, bah ok, c'est bon, je sais, et je vais pouvoir reprendre ma lecture. Mais ça me gênait vraiment d'être dans ce suspense. Ouais, j'avais envie de savoir tout de suite. Est-ce que, alors que je sais que ça fait partie de l'intention de l'auteur, bah, enfin, voilà, il y a un ordre de lecture. S'il a décidé que pendant 20 pages, il me maintiendrait dans ce suspense, bah, c'est la décision de l'auteur. Mais non, moi, j'aime pas. Ouais. Je pense que on gagne pas forcément à trop, enfin, en tout cas, en ce qui concerne la lecture, à trop se caler sur l'intention de l'auteur. Je pense que les choses qui seraient à garder de ce point de vue-là, je pense qu'on peut peut-être plutôt dire qu'il s'agit de l'organisation de l'œuvre, que ce soit, tu vois, une intention de l'auteur ou pas, parce que Oui, non, mais tu vois ce que je veux dire. c'est ce que j'entendais, hein. Ouais, ok. En fait, le fait est que, bah, moi, mon côté lire le chapitre 10 avant le chapitre 9 parce que je viens de lire le chapitre 8, c'est quand même pas comme ça que le livre se livre à soi. Oui. Sauf s'il est conçu. Enfin, moi, j'aime beaucoup La vie, mode d'emploi de Pérec, Ouais. et je trouve ça passionnant que ce soit un livre que tu puisses lire dans tous les sens. Bien sûr. Et la notion de spoil, elle a quasiment... Enfin, à part pour un élément du récit, me semble-t-il, tu peux pas spoiler La vie, mode d'emploi. Ouais. Parce que ça ne repose pas sur le déroulé d'une histoire irréversible, dans le sens où le changement de situation ou les événements rendent ce qui vient avant caduque, une fois qu'on les sait. Faut peut-être expliquer un peu pour ceux qui nous écoutent qui n'auraient pas lu, à leur grand dommage, La vie, mode d'emploi. Donc Pérec, dans ce roman-là, il va décrire la vie dans un immeuble, mais vraiment comme une maison de poupée, c'est-à-dire que l'immeuble est coupé dans la largeur, et on voit tous les appartements sous nos yeux, et lui, bon, avec tout un système de contraintes très, bah, voilà, oulipiennes, il va décrire sur 100 cases, 100 chapitres, la vie du personnage en coupe. Par exemple, dans l'appartement du 10e étage, il y a quelqu'un qui est en train de lire un bouquin dans son canapé, bah, il va le décrire. Mais du coup, tu peux très bien lire ce que fait le mec du premier avant ce que fait le mec du 4e, parce que comme c'est un instantané et comme tout le bouquin est censé se passer plus ou moins en même temps, ça n'a aucun intérêt. Enfin, lui, de toute façon, c'était un ordre aléatoire, vu que c'était fait par un algorithme, l'ordre dans lequel il faisait ses chapitres. Donc à partir de ce moment-là, tu peux spoiler, et en même temps, tu peux pas. C'est-à-dire que tu peux révéler tout ce que tu veux du livre, sans en gâcher rien du tout. Bien sûr. On va revenir à cette question de qu'est-ce qu'on gâche quand on gâche, mais j'allais dire, ça me faisait penser à ce que tu disais, que de la même façon, on peut très bien lire Les Fleurs du Mal dans n'importe quel ordre. Bah, c'est le principe même, après ça pose question, mais le principe même d'un recueil fait que chaque texte est son unité à soi,
et après l'ordre forme une unité seconde. Bien sûr, Baudelaire a insisté, t'as dans ses préfaces, dans ses lettres et tout, tu sais très bien que il y a une composition dans Les Fleurs du Mal. Oui. C'est pas du tout aléatoire. Mais ceci dit, pour moi, ça relève pas du spoil de lire un texte, je sais pas, de la fin, genre Le Voyage, des trucs comme ça, avant l'Albatros. Enfin, je veux dire, c'est d'autres choses qui sont en cause que la question du spoil. Donc, parce que quand on parle de spoiler, finalement, c'est quand l'organisation de l'œuvre suit une vectorisation, il y a un ordre en fait qui est pertinent, qui est important, et que cet ordre vient être cassé par une intervention extérieure, que ce soit une pratique de lecteur ou plus généralement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que tu disais, une agression, parfois vécue comme une agression par l'intervention d'autres lecteurs qui dans leurs échanges finalement viennent anticiper sur l'ordre prévu. Bah tiens, dans le genre autre lecteur, et qui, moi, peut me déranger véritablement, alors je sais pas si ça te le fait, mais moi, je me fais de moins en moins avoir, c'est les préfaces. Dans certaines éditions, surtout pour des classiques, t'as une préface avant l'œuvre, et avant je la lisais parce que je me disais, ça va remettre en contexte et tout ça, et de plus en plus je me suis aperçue que plein de fois, ça me gâchait un petit peu cette découverte naïve de l'œuvre, parce que j'ai pas du tout une remise en contexte de l'œuvre ou quoi, j'ai vraiment une analyse du déroulé du récit. Et dans ce cas-là, moi, c'est quelque chose que je considère qu'il devrait mettre en postface une fois que t'as lu le livre. Parce qu'en gros, là, il te parle de trucs, maintenant je les lis en dernier. Oui, moi aussi, mais c'est pas pour des questions de spoil, c'est parce que en général, je les trouve complètement inintéressantes en moyenne, statistiquement. C'est pas par principe, mais du coup, j'en ai fait un principe de lecture. C'est que souvent, j'ai l'impression que ça ne m'apporte rien, et donc je préfère entrer dans le corps du sujet. Mais en plus, moi, je me suis toujours dit, c'est quand même étrange, parce qu'en plus, te parler d'une œuvre que tu vas lire mais que t'as pas encore lu, tu vois, ils te disent par exemple, enfin moi dans un recueil folio de nouvelles de René Vivienne, il me semble que dans la préface, on te révélait la chute d'une nouvelle. Ouais. Comme bon, en plus la nouvelle à chute, c'est quand même un peu particulier, tu vois, c'est vraiment un système. Enfin, le genre même de la nouvelle à chute repose sur le fait que tu ignores ce qui se passe à la fin. Ouais. Donc là, très bien, des fois, déjà, ils décident de te le mettre dans la préface, ok. Et en plus, le peu d'analyse qu'il y avait dans cette préface, il t'aide pas comme t'as pas lu la nouvelle, enfin, ça sert à rien de te faire l'analyse avant que t'aies découvert l'œuvre. Donc voilà, moi j'ai vraiment un problème avec ces préfaces-là, et je me demande pourquoi c'est une pratique qui perdure si communément dans l'édition. Bien sûr, ouais, je suis d'accord. Et alors justement, bon, on peut enchaîner sur la question du rapport des genres à la question du spoil, puisque tu parlais de la nouvelle à chute. Bon, là, c'est un cas d'école, hein, pour le coup, si tu connais la fin, vu que tout est construit pour provoquer cette révélation de fin, c'est problématique, mais il y a d'autres genres qui se situent par rapport au spoiler d'une manière particulière. Moi, je pensais au polar. Oui. Qui sont une espèce de... C'est pas vraiment une question de nouvelle à chute, mais de récit à chute, mais il y a quand même... Enfin, j'en ai pas lu beaucoup, mais la construction même du récit vise à l'arrivée de la révélation finale. Soit que ça soit vraiment littéralement la réponse à qui a fait le crime, qui a tué, ou quand notamment dans les trucs un petit peu méta, ou quand tu te places du côté du meurtrier, ou est-ce que l'inspecteur va réussir à révéler le système. Ouais. C'est vrai que là, maintenant que t'en parles, je me souviens de ma lecture enfant du mystère de la chambre jaune. Et moi, je trouvais ça... Justement, moi, j'aimais pas trop les quelques romans policiers qu'on nous avait fait lire au collège. Enfin, tu vois, La Poigne et l'ogre du métro, enfin, des choses comme ça, où t'as un meurtre, mais assez classique. C'est, il y a eu un meurtre, qui est le coupable. Ouais. Là, le mystère de la chambre jaune, il y avait ce côté... C'est impossible. C'est pas il y a eu un meurtre qui est le coupable, c'est il y a eu un meurtre. Comment c'est possible qu'il y ait eu un meurtre, en fait? Et de fait, effectivement, si dès le début,
on m'avait dit la fin, je me demande si ça aurait maintenu mon intérêt. Ouais. Alors que c'est vraiment un livre qui m'a énormément marqué. Mais donc oui, effectivement, je pense que la nouvelle La Chute, parce qu'elle est faite pour ça, et le polar, parce qu'il repose sur une enquête, ne supporte pas le spoiler. Ouais. Au contraire la tarte à la crème de c'est pas le but, c'est le chemin, blablabla. Effectivement, il me semble que là, si je dis à tout le monde que à la fin de Bilbo, ils arrivent à récupérer le trésor, ça n'en... Désolé pour ceux qui auraient pas lu, mais vraiment, ça ne vous enlève rien du tout de la lecture d'un tel récit d'aventure. Oui. Mais limite parce que culturellement... on arrive on a des attentes par rapport au récit d'aventure. Enfin, en tout cas, je sais pas trop parce que ça dépend de quelles époques du récit d'aventure. Mais un récit comme Bilbo, on s'attend à ce que ça finisse bien. Et du coup, en quelque sorte, on n'est jamais sûr. C'est un peu comme la comédie classique du XVIIe siècle. On s'attend, c'est la question du poncif, quoi, qui fait que le spoiler est parfois inefficace parce que on sait bien que ça va bien se finir, sinon ça serait pas une comédie. Là, alors je n'avais jamais lu Les Fourberies de Scapin. Ouais. Et j'ai lu les Fourberies de Scapin il y a 15 jours, en gros. Et c'est vrai que juste par connaissance générique, il y a un moment... donc il y a deux hommes qui aiment deux femmes, et une femme dont on connaît pas trop l'origine, on se connaît pas les origines, et il y a un moment, je sais plus, il y a une phrase où tu sens qu'un des pères dit ah là là, je me rappelle cette fille qu'on m'a enlevée, et là bim, tu sais déjà, ok, ça là il est en train de se ménager le moment où on va révéler que finalement c'est sa fille, parce que génériquement tu sais qu'il va y avoir ce type de révélation à la fin. Ouais. Mais après, ça, c'est pas pour tout le monde. Par exemple, la personne pour qui ça serait la première comédie comme ça, je pense que c'est pas toujours évident. C'est parce que c'est une question de maîtrise des codes. À partir du moment où la compréhension repose sur une connaissance, on va dire, extérieure, culturelle, c'est moins... Mais bon, oui, je suis d'accord. Et inversement, puisqu'on est dans le théâtre classique, moi, j'avais envie de parler du fait que la tragédie, on pourrait même faire le lien avec le policier, puisque d'après Pierre Bayard, entre autres, Oedipe Roi, c'est le premier récit policier de l'histoire de la littérature occidentale. La tragédie, classique et antique, repose sur le fait que le public connaît la fin. Ça peut peut-être surprendre quand on le dit comme ça, mais... en fait, c'est pas simplement que tout le monde sait déjà que ça va finir mal. C'est pas ça la question. C'est que quand tu regardes donc déjà dans la pratique, on va dire, de la tragédie classique française, pour commencer, tous les sujets sont empruntés soit à l'histoire, soit à la mythologie. Mais ce sont toujours en quelque sorte des réécritures. D'histoires pas seulement des réécritures de pièces anciennes, mais de réécritures aussi d'histoires que les gens connaissent parce qu'ils ont lu l'Odyssée, l'Iliade, etc. Et donc ils savent déjà ce qui se passe, et l'intérêt de la tragédie classique, c'est comment et par quels moyens divers, et qu'est-ce que ça va apporter à l'histoire, comment est-ce que ce fait connu je vais le faire venir. Va faire venir. Je prendrai l'exemple de Cinna, de Corneille, qui est sous-titré La Clémence d'Auguste, et en fait là pour moi cette pièce-là elle est exemplaire parce que en fait, comme source comme argument, t'as une phrase dans un texte de Sénèque qui dit que Auguste a été clément envers une tentative de rébellion d'un dénommé Cinna, et puis c'est tout. Et Corneille, il te fait une tragédie en 5 actes là-dessus, tu vois. Et donc tout ce qu'on en sait, c'est la fin, c'est que ça finit bien, mais c'est quand même une tragédie. Alors après on peut débattre, mais et en fait quand tu grattes un petit peu et que tu regardes par exemple chez Aristote dans la poétique, ce qu'il dit de la tragédie, il dit il faut
que le public connaisse l'argument de la pièce, parce que le but de la tragédie, pour Aristote, il fait un utilitarisme, etc. Après, on peut en débattre, ça sera... Mais en tout cas, pour lui, quand il dit aux gens quel est l'intérêt de la tragédie, il faut que les gens sachent déjà la fin, puisque c'est ça qui va faire en sorte que les gens y croient. C'est ça qui va faire en sorte que les gens se disent « ce que je vois sous mes yeux, c'est vrai, puisque c'est arrivé, je le sais, et donc... il faut que je m'identifie au personnage et que je purge mes passions, etc., etc., par la catharsis. » Donc, ça me semblait intéressant de rapprocher ça de la problématique du spoiler qui actuellement est vécu comme quelque chose d'extrêmement intrusif, d'extrêmement violent, et que dans un autre contexte, qui est celui du théâtre classique, par exemple, c'est au contraire un moteur de l'efficacité même de l'œuvre. C'est marrant. C'est vrai que je l'avais pas... Enfin, tu vois, la dualité entre la fonction cathartique du théâtre classique et l'agression moderne qu'on a du spoiler. Le rapport au spoil questionne ce qu'on attend d'une lecture, en fait. Parce que, par exemple, quand j'étais petite et que je voulais savoir comment on a pu tuer quelqu'un dans une chambre, le mystère de la chambre jaune, donc la chambre parfaitement hermétique, comment on a pu, alors pas tuer, mais en tout cas agresser quelqu'un sans s'en échapper, c'est ça, c'était vraiment le moteur de ma lecture, c'était la révélation de ça. Et finalement, ce qu'il me reste de cette lecture, c'est pas tellement, d'ailleurs je sais les grandes lignes de comment, le comment du pourquoi, mais finalement ce qui me reste de la lecture de cette œuvre, c'est plutôt des impressions. Je me rappelle des scènes de nuit, je me rappelle donc du cri de la bête du bon Dieu qui m'avait fait peur, je me rappelle du caractère de Rouletabille. Finalement, ce qui m'a tiré dans l'œuvre, alors ce qui m'a plus loin tiré, tracté dans l'œuvre, c'est le mystère. Et je suppose que si on me l'avait spoilé, j'aurais perdu un peu de ce moteur. Mais ce que j'ai retiré de ma lecture, c'est pas ça. Et de même pour Enfin, je lis assez peu de policiers, mais il me semble, là, j'avais dit dans un autre épisode que j'avais relu Pars vite et reviens tard de Fred Vargas, je ne savais plus la fin. Je me rappelais que j'avais adoré, je me rappelais de nombreux extraits, même quasiment par cœur, mais je ne me rappelais plus de la fin de l'œuvre. Et oui. Donc finalement, en fait, à quel moment le spoil gâche, parce que de toute façon là je traduis, mais le terme même interroge ce que c'est. Est-ce qu'on pourrait pas parler de révélation ou plutôt que de divulgachage? Oui, je pense que c'est simplement le marqueur d'une certaine pratique de la lecture qui justement peut-être qui est à critiquer, parce que qu'est-ce que ça révèle d'une lecture et de la rencontre avec une expérience langagière, une expérience de parole, d'écriture, d'invention d'un discours, quand simplement le fait de connaître un élément de l'histoire te gâche tout le reste. Ça veut dire que finalement, tout ce qui constitue la spécificité de ce texte, ce qu'il a de propre, c'est pas le déroulé de l'histoire, parce que les narratologues, j'allais dire, les gens qui étudient les structures du récit, depuis les contes russes jusqu'à n'importe quel roman, vont te dire que voilà, t'en as 5 des structures d'histoire, c'est vite vu. Mais c'est pas ça qui fait la littérature. Et du coup, justement, la question du spoiler, je dis pas du tout que c'est pas désagréable, mais je dis que ça doit nous interroger sur ce qu'on attendait de l'œuvre, si le fait de connaître la fin nous prive de tout de toute envie de la lire. C'est-à-dire qu'au final c'était peut-être pas si intéressant que ça, c'était peut-être plus de la consommation que vraiment une rencontre, quoi, qu'une aventure de lecture, je sais pas comment dire. Moi je trouve que tout à l'heure tu parlais de réécriture. Je sais pas, moi j'ai en tête les fables, tu vois, vraiment, qui sont un peu le truc qui a été écrit, réécrit, réécrit. Donc là, moi j'avais en tête surtout Le Chêne et le Roseau de La Fontaine, où, je vais spoiler les gens, à la fin, le chêne casse, et le roseau plie, et la morale, c'est en gros, pour résister, il faut parfois être un peu souple, il faut s'adapter socialement.
enfin, Mhm. socialement et peut-être même politiquement, peut-être même enfin, dans son caractère. Et Anouilh réécrit cette fable, euh, donc beaucoup plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, et la fin est exactement la même, c'est-à-dire que le vent arrive, le roseau plie, le chêne casse, mais cette fois-ci, la phrase finale qui m'a toujours marqué, c'était le « je suis encore un chêne ». C'est-à-dire qu'avec la même fin, il inverse complètement le rapport de valeur de cette fable. Oui, bah, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, pour moi, ce que ça révèle, c'est que la diégèse, on va dire, donc le contenu de l'histoire sur lequel se construit chaque texte, ce dont ça parle, en fait, c'est complètement inessentiel. C'est pas ce qui fait l'intérêt, la valeur, la signifiance, le travail d'un texte, puisque, comme tu le disais, euh, avec une même histoire, on peut faire deux récits complètement opposés, antithétiques. Voilà. Ouais, bien C'est sûr. en tout cas, ce que me semblait démontrer ce principe de la réécriture. Ouais. Mais c'est un révélateur parce qu'en fait, même sans avoir de réécriture, en fait, il faut y prêter attention et c'est ce qu'on disait tout au long de l'épisode. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on lit finalement, qu'est-ce que ça veut dire que lire si une fois qu'on sait la fin, tout le reste est annulé. Euh, Sans parler même du fait que de toute façon, par principe, ce qu'on lit est toujours écrit d'une certaine façon et donc on peut pas vraiment dire qu'on a lu le résumé qu'on en fait. Ce qu'on a lu, c'est un résumé dans un certain ordre, avec certaines phrases, un certain rythme, tu vois. Donc de toute façon, on n'a jamais lu le résumé qu'on va en faire après. Et donc pourquoi est-ce qu'on s'arrache les cheveux quand on nous dit que un tel meurt à la fin du tome 3, tu vois. Et c'est souvent ce qui se passe on va dire dans la littérature de gare, dans la littérature de consommation, c'est que c'est écrit comme si c'était euh, comme si c'était des choses qui se passaient sous les yeux de la personne qui les prend en note, Mm-hmm. au lieu d'être l'invention d'une parole. Et dans ce cas-là, moi, je ne peux même pas. Ça, c'est ma sensibilité. Je peux plus en fait. Ça me saoule parce que Alors que ouais. moi, je peux vraiment apprécier ça. Tu vois, je pense Mm. que, je pense que quand même, il y a... Mais je me demande ce que tu apprécies en fait. Du coup, je me demande comment tu fais pour ne pas t'ennuyer devant ces livres. Bah après, ça dépend ce que t'appelles ces livres-là, mais par exemple, enfin, je sais pas, là, ces derniers temps, enfin, non, je me pose vraiment la question Vas-y. de quel livre on parle, tu vois, parce que je sais que de temps en temps, ma mère m'offre des bouquins qui se lisent, enfin, dont elle a entendu parler sur Télématin ou des trucs comme ça. Par exemple, une fois, elle m'a offert La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fried. Ok. C'est pas, voilà, c'est un livre dont t'as sûrement pas entendu parler. C'est Mhm. l'histoire d'un papy qui se lance dans une grande marche à travers l'Angleterre pour aller voir une ancienne connaissance qui est atteinte d'un cancer. Et en gros, voilà, il se balade à travers toute l'Angleterre et il croise des personnages. Bah, je sais pas si c'est spoilable. Bah si, parce qu'en gros, le grand truc, c'est est-ce qu'elle va être morte ou vivante quand il va arriver. Mhm. Mais finalement, on revient sur notre histoire du récit d'aventure dont je parlais plus tôt. Hein. Ce qui est intéressant, c'est tout son petit trajet. Et je suis pas sûre que l'écriture de ce livre soit particulièrement époustouflante. Mais moi, la capacité à créer des personnages, la capacité à me faire entrevoir des ambiances, des atmosphères, elle suffit à satisfaire un plaisir de lecture, en tout cas. En tout cas, mon plaisir de lecteur. Ouais, mais quand il faut bien que j'explique ce que j'entends parce que le simple fait de tout ce que tu as dit là, créer des personnages, mettre des ambiances, etc. Pour moi, le critère de tu vois le critère de réussite, c'est que ça soit écrit. C'est-à-dire, il faut pas s'imaginer que pour moi il y a que Mallarmé et tu vois si ça ressemble pas à un truc super obscur, c'est pas du tout mon rapport à la lecture non plus. Par contre. Il faut qu'il y ait quelque chose
de propre à l'œuvre. Et ça préjuge pas du tout tu vois, je peux pas dire d'avance qu'un genre sera comme ci ou comme ça, parce que ça dépend de ce que chaque auteur fait. Et il peut y avoir des écritures qui sont pas du tout euh, comment dire, raffinées ou sophistiquées ou quoi, mais qui sont je sais pas comment le dire, efficaces, qui sont une écriture. Et il y en a d'autres où c'est du déjà dit, du déjà vu. Et c'est Mais pour tu penses à qui? je pense à Game of Thrones, je pense à Dune, je pense à beaucoup de trucs dans justement des genres qui se tiennent à leur genre. Je pense aux quelques pages de Guillaume Musso que j'ai pu entrevoir. Je pense à, tu vois, il y a des textes comme ça où tu les lis et tu fais mais j'ai déjà lu ça 50 fois. Je pense beaucoup à des textes anonymes que je lis par-dessus l'épaule des gens dans le bus ou quoi, enfin que je lisais à l'époque où je prenais encore les transports parce qu'on n'était pas confinés. Ou des fois tu lis ça, tu vois ce que les gens lisent et tu te dis mais comment ont-ils la patience de lire ça? Non, mais j'entends ce que tu veux dire, que justement, une voix unique, elle a quelque chose justement de plus révolutionnaire que une littérature dont tu dis parler presque industrielle. Mais justement, moi je le vois presque comme comme une faiblesse de ma part, hein, mais je pense que moi, mon rapport à la lecture, il est parfois, sans parler d'élite ou pas, il est vraiment enfantin. C'est-à-dire, raconte-moi une histoire. Et à ce moment-là, je comprends que les gens qui partent dans cette perspective-là, si leur plaisir, c'est la surprise, à ce moment-là, effectivement, le spoiler te gâche l'écriture de l'écrivain, quel qu'il soit, parce que cette surprise, elle est censée être révélée par l'œuvre, c'est-à-dire à un moment Ouais. et d'une certaine manière. Alors que quand t'es à la page 300 alors qu'il y en a 600 et qu'on te dit, bah en fait ça se termine comme ça, en Ouais. fait, non seulement on t'agresse toi, mais surtout je pense qu'on t'agresse justement dans ce rapport à l'écriture de l'auteur qui s'est dit, ça je te le révélerai, mais pas maintenant. Bah, avant je veux que tu saches ça, 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 ça. Ouais. Je pense que c'est une bonne façon de conclure sur le fait que le spoiler, à la fois dans l'apprentissage de la lecture, je m'explique. Il y a deux choses que je retiens, c'est par rapport à ça, c'est que le spoiler, il est à la fois la sensibilité profonde que l'œuvre, elle s'organise d'une manière qui lui est propre. Et que quand cette manière est interrompue ou perturbée ou mise à mal, eh ben c'est perçu par les lecteurs comme une violence. Ça, c'est la première chose. Et inversement, donc usage en négatif, le spoiler, si il est le signe que la seule surprise qu'on peut avoir d'une œuvre, c'est celle du déroulé de son histoire, c'est le révélateur qu'il y a un manque, il y a je sais pas comment dire, j'allais dire une sclérose de la lecture qui fait que il y a tellement de choses qui peuvent être surprenantes dans un livre. Tu vois? Oui, j'entends. Depuis simplement la façon dont c'est révélé, la façon dont c'est dit, dans la façon dont même une phrase, enfin tu vois, il peut y avoir tellement de choses, mais pour voir certaines choses, il faut prendre l'habitude de les regarder. Et justement, quand on ne lit... Le problème d'une lecture pressée... Naïve. Naïve, ou en tout cas pressée, d'une lecture qui passe sur la façon dont c'est dit, et qui va juste chercher à ce qui est dit, c'est à force de ne même plus, tu vois, de perdre l'habitude de regarder dans les détails. C'est un petit peu ça, en fait. Et de se mettre à l'écoute de ce que chaque œuvre, sauf quand elle est faite de manière cynique, parce qu'on applique une formule et qu'on sait que de toute façon les gens vont l'acheter, parce qu'on sait que les gens en général ne prêtent pas attention aux détails, mais ça c'est le problème de l'industrialisation, y compris de la littérature. Et ben finalement on se prive de beaucoup de choses. Et donc le spoiler peut nous apprendre en positif comme en négatif qu'il faut être à l'écoute de la spécificité.
Alors pour cette troisième partie, c'est un peu un épisode 2 en 1, puisque non seulement on va vous révéler les extraits que nous avions diffusés sur les réseaux sociaux cette semaine, mais en plus ceux que nous avions donnés dans l'épisode dernier, qui étaient sur quel thème, Eric ? C'était sur la peur. Sur la peur. Alors, Eric avait choisi de vous faire peur, moi également, mais pas de la même manière. Alors, je vais commencer. Moi, l'extrait du fameux oreiller de plume, tout simplement, il s'appelait L'oreiller de plume, et c'était une traduction d'un des contes d'amour, de folie et de mort d'Horacio Quiroga, qui est un écrivain qui est né en Uruguay, mais qui a majoritairement écrit en Argentine, et dont les nouvelles sont très proches des auteurs 19e, mais avec cette petite touche sud-américaine moite, on va dire, et tout aussi effrayante. Donc c'est L'oreiller de plume, pour ceux qui voudraient le lire, et ça a été écrit en 1917. Très bien. Alors de mon côté, c'était un petit peu de la triche, puisque donc c'était du Baudelaire, mais c'était dans les pièces condamnées des Fleurs du Mal. Donc selon l'édition que vous l'avez pas forcément. Non, de nos jours on a toujours les pièces condamnées, mais et donc c'est les Métamorphoses du vampire. C'était la fin. Qui parlait de cette outre au flanc gluant, toute pleine de pu. Donc voilà, c'était du Baudelaire. Et alors justement dans les réponses, on a eu Sylvie qui sur Facebook nous a un peu proposé des choses qui pensaient à Stephen King pour Isabelle et à Hugo pour l'Alexandrin de Baudelaire. Je sais pas si Baudelaire aurait été flatté ou heurté d'être pris pour Hugo, mais en tout cas, c'était bien vu. C'était le même siècle. Et alors, juste, on le fera pas à chaque fois, mais là, il se trouve que c'est du rattrapage, mais il y a aussi Laure qui nous a parlé à propos de la thématique des choses qui font peur, de Tommy Ungerer, et qui était étonné que tu n'en parles pas, Isabelle, parce qu'apparemment tu connais. Ah bah oui, les Trois Brigands, c'est vrai que j'aurais pu en parler, parce que dans les lectures d'enfance qui sont censées faire peur, les Trois Brigands, je pense que c'est un peu les premières lectures de maternelle où on dit aux enfants, bon, aujourd'hui, fermons les volets, vous allez trembler. Ouais. Donc on passe. Donc Laure, j'en profite juste puisqu'elle nous a proposé quelques réponses. Elle demandait et elle a aussi bien vu. Elle a proposé Edgar Allan Poe. Oui. Pour mon et en fait en quelque sorte elle avait raison, parce que à moins qu'elle ait lu Poe en anglais, si elle l'a lu en français, il y a de fortes chances qu'elle ait lu Baudelaire, et donc elle a très bien, on peut lui accorder le point, je pense. Elle a senti justement le style inspoilable de Baudelaire. Exactement. Alors qu'en est-il de nos thèmes du jour, comme disent les Américains, donc, de nos textes du jour? Contrairement à ce que les auditeurs ont pu croire, est-ce que tu peux rapidement relire l'extrait que tu avais proposé ? Oui. Alors, c'est 3 phrases. « Courez après moi si vous voulez. Je m'enfuis la gueule entre les mains. Et voilà, tralala, zut à celui qui le lira. » Voilà. Alors, quelle est cette œuvre ? Et voilà, dis-nous en plus, pourquoi as-tu choisi cela ? Oui. Et en quoi est-ce un spoiler ? Alors, ça n'était pas forcément pour être un spoiler. Moi, je les ai pas choisis pour ça. Donc tout de suite, là, je réponds à ta question. Et je l'ai pas choisi. Je dirais pourquoi je l'ai choisi, mais je fais un rapide tour des réponses qu'on a eues. Et en fait, celle-là, Bruno, a trouvé ce que c'était, mais il m'a avoué qu'il a été obligé quand même d'aller vérifier. Mais c'est-à-dire qu'il s'est dit je pense que c'est ça, et il est allé vérifier que c'était bien ça. Mais du coup, il avait deviné que c'était mon extrait. Donc on peut lui accorder un point aussi, je pense. Et donc c'est la fin d'un roman polonais qui s'appelle Ferdydurk de Witold Gombrowicz, qui est un roman phénoménal de 1939. Et c'est de l'excentricité romanesque brute. Donc je le conseille à tout le monde.
Ah bah écoute, en plus j'en avais jamais entendu parler, donc Ah ouais, Gombrowicz, je c'est me génial. rassure de ne pas avoir pu deviner, parce que je me dis de temps en temps, c'est vrai que quand on se faisait deviner l'un à l'autre, là je me dis, quand j'ai lu ton extrait, je me suis dit ah bah là, j'aurais été bien embêtée, et je comprends pourquoi. Voilà. Mais donc c'est un truc, c'est un roman, mais ça va de dire que c'est un truc à la limite, parce que c'est complètement désordonné. Au milieu, après 2-3 chapitres qui développent un personnage et tout d'un coup, t'as une nouvelle. Et avant cette nouvelle, t'as même un chapitre qui s'appelle Introduction à telle nouvelle. Donc c'est un truc, c'est un auteur qui mélange essai, récit, machin et tout, et donc je conseille surtout Ferdi Durk parce qu'il en a écrit d'autres qui sont plus ou moins impactants, mais Ferdi Durk c'est vraiment génial. D'accord. Eh ben écoute, quand les librairies rouvriront, ou alors Voilà. en clic et rapplique, n'hésitez pas à aller chercher Ferdi Duc, apparemment c'est un bon plan. Ferdi Un peu... Durk. Ah, Ferdi Durk. Ouais. Non Ferdi mais c'est bon, Durk. pardon. Ouais. Alors bah tiens, c'est pile dans le thème, hein, notre ricanement, puisque l'extrait que moi j'avais choisi, c'était, je vais le lire en essayant de rendre ce qui m'intéressait dans cette fin de roman, dans cette fin d'œuvre. Les autres rient, moi aussi. Et le blanc typographique était ce qui m'intéressait le plus. Ouais. Alors c'est un extrait de Pour en finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis. Et donc c'est la fin de ce récit autobiographique où Édouard Louis raconte en gros comment s'est déroulée son enfance picarde dans un milieu social très défavorisé. Ouais. Alors que bon, aujourd'hui, voilà, il a fait l'ENS, il publie, mais toujours dans une perspective. Enfin voilà, c'est un peu comme Didier Ribon, c'est-à-dire qu'il se fait le chantre des transfuges de classe, c'est-à-dire qu'il va montrer vraiment sa transition d'un milieu extrêmement défavorisé et absolument hermétique à toute culture normée, institutionnalisée, et comment lui, parce que il est d'abord efféminé, puis après franchement homosexuel, il va devoir vitalement s'échapper, enfin voilà, c'est une question de vie ou de mort pour lui de s'échapper de ce milieu, et il va le faire par la culture, il va le faire par, en partie par la littérature. Et cette fin, elle suit, alors je vais spoiler, elle suit un épisode où en gros, la toute fin du texte, c'est il va au lycée, chose que personne dans sa famille ne fait, d'aller au lycée général, donc il va au lycée, et pour sa rentrée au lycée, il s'achète une magnifique veste Ernest. Et il arrive au lycée, il voit que personne ne porte ça, ces vestes en laine et petites vestes en jean. Et donc il va l'acheter. Donc t'as quelque chose de très cruel en fait de cette arrivée au lycée où il voit que sa culture n'est pas celle à laquelle il va être confronté. Ouais. Et donc j'avais coupé un petit peu l'excipit qui est « Nous sommes dans le couloir devant la porte 117 à attendre l'enseignante Madame Cotinet. Quelqu'un arrive, Tristan. Il m'interpelle. « Alors Eddie, toujours aussi pédé ?» Les autres rient. Moi aussi. Et le blanc typographique, pour moi, c'est tout ce qui change la fin. C'est que au moment où on entend « Alors Eddie, toujours aussi pédé », les autres rient, on se dit « Ah, zut, ça reprend. Il va encore être la source des colibés. Il va encore être harcelé, moqué. » Et le « moi aussi » qui arrive et qui clôt l'œuvre, c'est en fait non. En fait, on a basculé, et le fameux « toujours aussi pédé », c'est de la... comment on dit ? C'est de la connivence, c'est... D'accord. Voilà. Alors que jusqu'à maintenant, ce type de phrase était vraiment une arme contre lui. Là, on voit qu'il rejoint une société des hommes, il rejoint ses camarades, et finalement, c'est une prise de contact. Donc voilà, j'aimais bien que ce si petit moi aussi termine le roman et qu'il ouvre autant. Et pour moi, c'était un spoiler, vraiment D'accord. Oui, bah de oui, dire là, en pour le gros, coup, à la c'était fin, un il s'en spoiler. sort. Mais le genre autobiographique, si Édouard Louis écrit En finir avec Eddie Bellegueule, c'est qu'Eddie Bellegueule, il s'en sort, quoi. Ouais. Eh bah, très bien.
Donc il nous reste à conclure en vous encourageant à rester à l'écoute, à guetter notre prochaine salve de textes à deviner, parce que on a eu des réponses, mais on les a pas mangées, donc il faut pas avoir peur, hein, on va pas vous taper sur les doigts si vous ne trouvez pas la bonne citation. On est d'ailleurs ouvert à tout et n'importe quelle remarque, si c'est simplement pour dire comme Bruno, ça je sais que c'est Eric, ou ça je pense que c'est Isabelle, ça nous fait sourire aussi de voir comment les gens nous interprètent nos goûts et nos habitudes littéraires. Donc il faut rester aux aguets, puisque on va publier d'ici 2 semaines, au moment où vous écoutez ce podcast, de nouveaux textes à deviner. On essaiera d'être un peu plus synchrone sur les différents réseaux sociaux, parce que tout le monde nous suit pas sur les mêmes. Oui, Donc de publier en même temps sur Twitter, Insta, Facebook. Y a autre chose, non? Bah, par mail pour les gens qui voudraient, ou par pigeon voyageur, il paraît qu'en ce moment c'est assez cher. Hein. Ouais. Enfin voilà. Et donc peut-être un petit point sur nos adresses sur ces différents réseaux, pour que les différentes oreilles qui se mettent à nous écouter puissent nous joindre. Où est-ce qu'elles peuvent nous trouver? Donc, par Instagram, c'est Nos langues dans ton oreille avec les langues au pluriel. Sur Facebook, ça va être Nos langues dans ton oreille ou @LNDTOpod. Voilà. Et si vous voulez nous joindre par mail, parce que vous êtes tradis, c'est nos langues dans ton oreille @gmail.com. Voilà. Et pour Twitter, c'est pareil, c'est soit vous cherchez Nos langues dans ton oreille, on nous trouve, ou alors c'est @NLDTOpod, comme sur Facebook. Et pareil, vous pouvez nous trouver sur toutes les plateformes où vous trouvez vos podcasts. On est partout, Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcast, partout. Et ce qu'on apprécierait beaucoup pour Nos langues dans ton oreille, c'est de faire jouer un petit peu le bouche à oreille, qui est capital, pour éventuellement nous conseiller à toutes les personnes que vous avez autour de vous et qui aiment lire, parce que c'est ça notre auditoire, toutes les petites oreilles qui aiment être connectées à un cerveau qui lit. Tout à fait. Et bien voilà, échangez-nous, mettez nos langues dans les oreilles de tout le monde. D'ici là, amusez-vous bien, lisez beaucoup, et puis nous, ce qu'on vous fait, ce sera donc majoritairement des bisous, et puis aussi... Des les chouilles. Des les chouilles.